Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je me fais chier en attendant les colis pour le gros projet de cet été. Donc j'ai rien à faire, donc je vais en profiter pour refaire un truc que je vous ai promis il y a très longtemps. Tout simplement parce que à chaque fois que je fais de la soudure dans une vidéo, c'est-à-dire assez souvent, eh bien je me retrouve avec des tonnes de questions concernant soit les postes, soit la soudure, du genre quoi choisir entre un MIG et un TIG, quelles sont les différences, quel est le meilleur, quel poste MIG choisir, quelle est la différence entre MIG mag, est-ce que je dois souder au fil fourré, qu'est-ce que tu me conseilles, et surtout beaucoup de questions sur la soudure à l'arc. Donc voilà, dans cette vidéo je vais essayer de mettre tout le monde à l'aise en expliquant, en vous faisant un tutoriel le plus complet possible en tant qu'amateur, destiné à vous, à donc des amateurs qui vont commencer à faire leur premier cordon. Donc cette vidéo, en la regardant, je ne prétends pas vous transformer en soudeur professionnel. Moi-même je ne suis pas soudeur professionnel, je sais me débrouiller pour faire des cordons qui me correspondent, mais évidemment ma ferraille que je soude ne va jamais passer des crash tests, il n'y aura jamais des tests à rayon X pour voir si ma soudure est parfaite ou pas. Voilà, j'ai pas des normes industrielles et vous non plus, c'est pour ça que je vais vous montrer le cas dans la vraie vie, qu'est-ce que vous allez souder vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en tapant comment souder à l'arc sur YouTube, vous tombez sur des millions de vidéos et c'est souvent en fait des pros qui se mettent dans le cas idéal. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la grosse ferraille de 6 mm, ça c'est pas du 6 mm, mais en gros imaginez un gros bloc de ferraille, ils prennent des gros blocs énormes, ils les mettent ensemble et ils tracent en fait le plus beau cordon de leur vie et ils vous montrent: bah t'as vu, la soudure à l'arc c'est facile non? Bah ouais mon pote, mais dans la vraie vie quand t'es un amateur tu vas pas souder le Titanic mon petit pote. Alors le premier conseil que je peux vous donner concerne le matériel à utiliser. Donc je vais montrer tout de suite de quoi je parle, mais avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo va rentrer très vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va taper des cordons tout de suite et je considère que vous connaissez déjà toute la théorie, donc comment on avance, comment on balade son électrode, sur quelle polarité vous mettez votre électrode, bref toute la théorie sur l'avancée, sur la façon d'aérer votre entourage, bref tous ces trucs comme ça, je suppose que vous les connaissez déjà, et si ce n'est pas le cas je vous invite à tout de suite aller checker la vidéo de Soudeur 2.0 sur le sujet. Donc c'est un pro, il sait de quoi il parle, il pose toutes les bases, donc à peu près toutes les bases dont vous avez besoin, que ce soit théorique ou pratique pour la soudure à l'arc. Évidemment c'est un pro français mais pas américain. Moi ce que j'aime pas c'est surtout les américains qui se croient un petit peu trop au-dessus du game. Cliquez sur sa chaîne, abonnez-vous et surtout avant de regarder ma vidéo, regardez la sienne. Alors première chose, la protection oculaire. Alors ma protection n'est absolument pas exemplaire, tout simplement parce que j'utilise notamment ce masque automatique de chez Banggood. Il a du style, mais je vais pas vous mentir, soit il me crame les yeux, soit je vois pas ce que je fais. Donc c'est concrètement de la merde. Vous achetez pas ça sauf si vous voulez débuter, mais franchement c'est pas optimal, ça coûte pas cher, c'est 20 balles, mais c'est pas ouf. Donc dans la description je vous ai posé des liens de masques de différents budgets qui m'ont été conseillés justement par Christophe, le bonhomme de Soudeur 2.0 de la vidéo de tout à l'heure. Donc voilà, il m'a conseillé des masques, donc je vais en acheter un comme ça, mais là j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Et en attendant, vous pouvez utiliser ça. Alors ça c'est très dur à utiliser, notamment lorsque vous débutez. Et bien en fait il faut utiliser à une main et donc tenir l'électrode avec l'autre et pas vous prendre des flashs dans les yeux. La première fois je me suis fait flasher comme un porc. Mais donc voilà, ça pour une question de vision c'est vraiment pas mal. Honnêtement je préfère ça à ça lorsque je soude à l'arc parce que je vois mieux ce que je fais, je vois exactement ce dont j'ai besoin de voir et je me protège bien les yeux. Donc je pense que dans cette vidéo je vais tout simplement utiliser ça. Voilà. Deuxièmement, je vous conseille une bonne vieille pince à Staline, tout simplement parce que c'est de la bonne ferraille. Qui dit ferraille dit que c'est conducteur et en plus vous pouvez très bien, très fermement tenir vos pièces ensemble sans avoir peur d'abîmer ça parce que tranquille, je vous dis tranquille si vous en avez une, c'est super pratique. Sinon prenez des serre-joints métalliques, mais lorsque vous débutez notamment évitez les aimants, c'est très pratique, je vais pas vous mentir, mais lorsque vous utilisez l'aimant sur la zone à souder, et bien l'aimant qu'est-ce qu'il fait? Il fait un champ magnétique et
le champ magnétique, ça fait quoi l'arc? Eh bien ça le fait drifter. Donc en gros, si vous soudez à côté d'un aimant, votre arc il va passer partout, sauf déposer de la matière là où vous voudrez. Donc c'est absolument une catastrophe, sauf si vous êtes un génie ou je sais pas quoi et vous calculez la trajectoire du champ magnétique pour ensuite anticiper sur l'endroit où va déposer. Mais ouais, fuck ça, c'est de l'astrophysique. En prépa, j'en ai suffisamment fait. Maintenant, vous oubliez. Ensuite, il vous faudra un petit marteau de dentiste pour casser le shrapnel. Et s'il reste du shrap, un truc pointu, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai un outil à Staline encore. Et ensuite, pour nettoyer la soudure, eh bien, toujours entre chaque cordon, si jamais vous reprenez un cordon, soit vous êtes vraiment un gros porc et vous reprenez le cordon par-dessus le laitier, mais c'est vraiment être un gros porc. Sinon, vous enlevez proprement le shrap et ensuite, vous nettoyez le truc et vous continuez par-dessus. C'est la meilleure chose à faire, c'est le plus propre et le plus solide. Après, je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé de reprendre un cordon sur du laitier. C'est vraiment du sale, mais bon, ça arrive. Et dernière chose super utile lorsque vous voulez faire de la soudure, eh bien c'est une meuleuse. Une meuleuse avec un disque, si possible, suffisamment épais pour à la fois tronçonner de la ferraille, mais aussi pour la polir, donc pour polir vos soudures, ou alors pour les nettoyer, pour éventuellement refaire une passe par-dessus. Donc la meuleuse, ça permet de transformer du sale en propre. C'est un peu la règle numéro 1 de l'alchimie. Parce que juste pour votre culture générale, un grand philosophe a dit un jour, la meuleuse fait de moi le soudeur que je ne suis pas. Méditez-moi cette phrase, vous avez 4 heures. Bon alors, prenons notre téléphone et jugeons des gens. Alors, mon petit Mr. Walt. Peggy 3. De tenter ça. Première boulette, comment tenir son électrode? Ah oui, moi aussi j'ai commencé en bas de l'échelle. Il est tellement petit, je trouve pas le trou. Alors première chose, vous prenez votre électrode. Donc moi j'ai pris une électrode de 2 parce que je vais souder du 2 mm. Mais cette règle n'est pas vraiment valable, hein. C'est pas parce que vous soudez du 40 mm que vous prenez une électrode de 40. Enfin bref, vous prenez une électrode, une des plus fines que vous avez. Vous prenez votre porte-électrode et vous rentrez l'électrode avec un angle. Donc voilà, avec cet angle là, et maintenant vous saisissez votre électrode avec la main droite par le milieu et vous balancez le câble par-dessus votre épaule. Parce que votre main, eh bien quand elle soude, et surtout quand vous êtes mauvais et débutant, vous tenez votre électrode et vous avez l'adrénaline. Donc votre main, elle fait quoi? Elle a Parkinson. Alors que peu importe l'adrénaline que vous avez, votre épaule, elle n'aura pas de crise d'épilepsie. Donc vous passez votre câble par-dessus l'épaule et le mouvement, en fait la soudure, le cordon, ça sera votre épaule qui va le faire. Votre main, elle va juste servir à trembler involontairement et ça va vous permettre de balader votre soudure et c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'est la technique à la au vide. Donc maintenant j'ai vu que beaucoup de gens l'utilisaient parce qu'elle est plutôt pratique. Démonstration. Vous constaterez évidemment que votre électrode, eh bien, elle va chauffer et au bout d'un moment, au bout d'un long cordon, eh bien, votre gant il va chauffer, c'est normal. Mais donc il vous suffit de lâcher quand vous vous brûlez et attendre que ça refroidisse, c'est-à-dire, je sais pas, genre 30 secondes et vous pouvez reprendre un nouveau cordon. Ah, c'est sale ça, c'est presque flamenco. Deuxième erreur de Mr. Walt, vous avez vu, vous l'avez chopé en flagrant délit, il a essayé d'amorcer sur l'endroit où il voulait souder. Oh, mais c'est très grave Michel, c'est très grave. Résultat, il a la baguette qui colle, c'est pour ça que je vais vous apprendre la méthode d'amorçage à la Renault Bauer. Donc en gros, moi ce que j'appelle l'amorçage à la Renault Bauer, c'est tout simplement vous amorcer pas sur la pièce d'intérêt, c'est-à-dire que vous amorcez sur une pièce sans importance, une grosse masse en acier ou une petite masse, peu importe. Ce qui m'a fait rire chez Renault Bauer, c'est qu'en fait il a toujours une espèce de gros disque de frein ou je sais pas ce que c'est, une grosse pièce ronde sur laquelle il amorce tout le temps latéralement et ensuite il se déplace sur la zone d'intérêt pour taper son cordon. Donc voilà, c'est ce que je fais aussi. J'amorce, sauf que moi évidemment je suis un gros porc donc j'ai pas une pièce exprès pour. J'amorce toujours ici sur latéralement sur une surface plane de l'étau et ensuite dès qu'il y a un peu trop de shrap je viens le limer à la meuleuse. Mais en gros vous amorcez à côté et vous déplacez votre pointe encore entre guillemets chaude pour taper votre cordon sur la pièce d'intérêt. Démonstration.
Mais juste avant de passer au sujet suivant, il y a 4 choses que vous devez savoir. Si jamais vous galérez à amorcer, ce qui est assez fréquent au début, eh bien il y a 4 possibilités. La première possibilité, si vous galérez vraiment à amorcer, c'est que vous êtes mauvais. Dans ce cas-là, c'est un peu triste. Deuxième possibilité, votre intensité de soudure est peut-être trop faible. Exemple, si vous prenez une certaine pièce à souder et vous mettez une intensité trop faible, eh bien vous allez tout simplement galérer à amorcer dessus. Ou alors, si jamais votre pince de masse est mal mise, ou alors si elle est mise sur une surface rouillée ou sur une surface qui est tout simplement trop faible, eh bien en fait la surface de contact entre votre pince de masse et votre pièce, elle est trop faible pour faire circuler une intensité suffisante à un amorçage correct. Troisième possibilité, la pointe de votre électrode a perdu son enrobage. Lorsque vous perdez l'enrobage, eh bien je vais vous montrer ce qui se passe. Prenons par exemple cette électrode qui a perdu son enrobage au bout. Vous voyez, j'ai un problème à amorcer, je colle absolument tout le temps. Donc la technique en fait, c'est tout simplement vous frottez comme une allumette jusqu'à former une boule, jusqu'à cramer en fait la partie qui dépasse sans enrobage, et donc vous allez la cramer progressivement et au bout d'un moment vous allez arriver dans la zone enrobée et là ça va passer crème. Vous frottez comme ça rapidement. Ah merde, c'est de pire en pire. C'est bon. Ça y est. Et quatrième chose, eh bien j'ai oublié ce que je voulais vous dire, donc on va improviser un truc sur place. Par exemple, on peut parler de la rouille en surface de votre pièce. Si votre pièce est vraiment très rouillée, eh bien vous aurez du mal à amorcer. Donc soit vous êtes un gros porc comme moi, vous augmentez l'intensité parce que vous avez la flemme de chercher la meuleuse, soit vous prenez une meuleuse et vous passez un petit coup histoire d'enlever la couche d'oxyde en surface. Là je m'apprête à vous donner mon troisième conseil, mais juste avant, regardons bien comment Mr. Walt tire son cordon. Premièrement, il galère à l'amorçage, il n'a pas assez d'intensité sur son électrode. Et puis maintenant, regardez bien à la vitesse à laquelle il tire son cordon. Il le tire vraiment très vite. Donc voilà, il n'y a rien de mal à faire ça, c'est une erreur de débutant, je faisais la même erreur. Mais il faut bien laisser le temps au bain de fusion de se former. Si vous ne laissez pas de bain de fusion, eh bien la matière de chacun des morceaux que vous voulez assembler ne vont jamais se mélanger ensemble. Le but d'une soudure, c'est bien mélanger les deux parties dans un bain qui sera liquide. Ce qu'il y a au tableau, la méthode du tap-tap, ça va permettre de résoudre tous vos problèmes. Et oui, la réponse à tous vos problèmes, c'est les marabouts ici. Donc là, j'ai mis du tube carré de 1,5 mm sur un tube de 2 mm, donc ce qui est relativement fin. On va masser tout ça et on va utiliser la technique du tap-tap pour faire cette soudure. Et voilà le résultat, c'est pas une œuvre d'art. Mais au moins vous voyez, on n'a rien percé et pourtant la soudure elle a bien pris partout. Et là, il suffit de brosser cette soudure là et vu qu'on a rajouté de la matière, et bien cette partie sera moins fragile. Et maintenant vous pouvez embellir votre soudure en faisant une passe droite, donc sans faire de tap-tap. Maintenant on peut faire ça de façon droite et en rendant la soudure très belle et très professionnelle. Donc en gros, si vous aviez une seule chose à retenir de toute la vidéo, ce serait la technique du tap-tap. Ça sera la réponse à tous vos problèmes. Que ce soit pour boucher un trou, que ce soit pour assembler des trucs avec un espacement entre, que ce soit pour souder des angles, du plat, de la tôle fine, vous tap-tapez. Quand vous n'y arrivez pas, vous tap-tapez. Première passe, tap-tap. Deuxième passe, éventuellement, s'il n'y a pas assez de tap-tap, vous retap-tapez. Dernière passe, vous faites une passe continue pour replanéiser, enfin rendre la soudure stylée et pour pas qu'on voit que vous aviez tap-tapé avant. Mais peu importe la technique de soudure que vous utilisez, il y a 3 paramètres que vous devrez apprendre à gérer. Donc ça, je peux pas vous l'apprendre en vous le racontant, je peux juste vous donner les paramètres qui ont une influence sur votre soudure. Et pour ça, j'ai répertorié 3 principaux paramètres. Tout d'abord, l'angle avec lequel vous arrivez avec votre électrode. En fait, si vous avez par exemple un angle de 90, le truc le plus typique que tout le monde fait, et bien vous arrivez avec l'électrode à exactement, enfin bon, presque exactement 45 degrés. Donc on va faire ça comme au collège. En gros, vos angles doivent être égaux de chaque côté de l'électrode. Prenons un angle de
90 et prenons une électrode qui rentre avec un angle, vous voyez, un angle plus aigu ici au-dessus. Donc l'électrode elle est plus proche de la partie donc verticale et ce qui va se passer c'est que l'arc il est pas con, l'électricité elle va au plus simple, c'est-à-dire que le trajet va se faire entre la pointe de l'électrode et la partie la plus proche, c'est-à-dire la partie du dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement en fait déposer de la matière ici. Donc voilà, vous allez faire une bulle d'acier que sur la partie d'au-dessus. Et ici, tout ce qui va couler en bas, eh bien ça sera le laitier. Donc en gros, vos pièces, elles ne seront pas du tout assemblées parce que ici, la seule chose qui sera entre les deux pièces, ça sera du vieux laitier dégueulasse. Alors, démonstration de mauvais angle. Bon là j'ai un peu le seum parce que du coup la deuxième moitié de ma soudure est presque réussie. Tu vois les points ils ont bien pris des deux côtés et donc ça me fait chier parce que ça illustre pas ce que je dis. Mais en gros vous voyez sur la première partie ici on a plein de laitier et on a déposé de la matière que sur la partie au dessus et ici bah c'est full laitier dégueulasse. Deuxième paramètre très important lorsque vous soudez à la baguette, c'est la distance entre votre électrode et la pièce à souder. Prenons par exemple un angle, donc je vais illustrer tout avec des angles parce que c'est le truc le plus classique. Si votre électrode, eh bien, vous l'évitez au-dessus de la zone, donc avec une certaine distance de quelques millimètres entre votre angle à souder et votre électrode, eh bien qu'est-ce qui va se passer? L'arc, eh bien en fait il va être assez diffus, vous allez chauffer un peu toute la zone et au final la matière, l'arc il va passer soit ici, soit là parce que vous rentrez, supposons que vous rentrez avec 45 degrés et donc en gros vous allez déposer de la matière là, vous allez déposer de la matière là et pareil, qu'est-ce qui va se retrouver au milieu du gros laitier dégueulasse. Donc voilà. Si vous êtes trop au-dessus de vos soudures, en fait, ça peut servir, mais pour une passe finale. Vous pouvez faire une passe finale un peu au-dessus, tout simplement pour faire un arc diffus, pour rendre votre soudure jolie, mais jamais faire ça au début de la soudure. Donc voilà, ne pas être trop au-dessus et ne pas être non plus trop enfoncer sa baguette. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que lorsque plus on s'approche, plus l'arc va être concentré. Donc si vous êtes très proche de la zone à souder et vous enfoncez votre électrode comme un bargeot, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer un arc très intense ici et donc vous allez percer. Et deuxième risque, quand vous enfoncez l'électrode comme un bargeot, c'est aussi de coller tout simplement l'électrode. Ça fait qu'en gros ici, vous avez un bain de fusion et vous plantez votre électrode dedans, ça va coller, votre électrode va chauffer et n'oubliez pas mon conseil d'au-dessus, je vous ai dit tenez l'électrode donc à la main et donc l'électrode va très vite monter en température et va devenir incandescente et vous allez vous brûler. Démonstration d'angle trop éloigné. Voilà, donc j'ai brossé un peu le laitier et on voit ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai posé de la matière ici en bas d'un côté, un petit peu ici, un petit peu ici. Et au final au milieu, tout ce qu'il y avait, eh bien c'était du laitier tout noir. Et on en voit encore un peu qui est resté. Et donc au final, si je tape sur mes morceaux de ferraille, eh bien ils vont sauter parce que tout simplement il n'y a rien pour le retenir. Démonstration de distance trop proche. Je colle. Parfait. Il y a des trous un petit peu partout, c'est pas parfait, mais justement ça sera un très bon exemple parce que ça c'est du tube fin, donc c'est du 1,5 mm de tube, c'est très utile pour faire des petits cadres assez légers, donc voilà, j'ai limé un petit creux comme ça à la meuleuse et donc voilà, je vais vous montrer comment on soude ça. Finalement mon truc à l'arrache n'est pas si mal, voilà, c'est pas parfait, il s'emboîte pas parfaitement, là on voit une espèce de jour là à l'intérieur, donc voilà, maintenant je vais vous conseiller de commencer toujours par le plus simple. Le plus simple c'est de ce côté, vous voyez il n'y a pas d'angle ni rien, c'est à plat et les soudures à plat c'est les plus simples à faire. Donc là on va pointer ce côté, on va pointer de l'autre côté avec un petit point et ensuite on aura un T qui va tenir et on va s'attaquer à la soudure tout autour. Voilà le résultat de mon pointage, vous voyez qu'il y a déjà un trou qui s'est formé, donc j'ai pointé à deux endroits et de l'autre côté. Et vous voyez, je suis resté quoi, même pas une demi-seconde par point et ça a déjà fait un trou, donc le trou arrive très vite.
mais rien d'irrattrapable. On va faire ça en tap-tap, donc comme je vous ai dit, le tap-tap c'est la vie. On va faire des points autour, on va refaire une passe de points et ensuite une soudure éventuellement continue pour rendre un résultat assez beau. Donc voilà le résultat après mon premier tap-tap. Voilà, bah c'est moche, mais n'oubliez pas, c'est du 1,5 mm que je suis en train de souder. Donc voilà, l'avantage, ce qui est bien, c'est que quasiment tous mes points de tap-tap ont pris. Donc vous voyez que à peu près tous ont pris. De ce côté, c'est plutôt pas mal. Là, il reste à peu près 2 trous à rattraper. Et sinon, on peut déjà envisager une soudure complète. Et donc voici le résultat, donc c'est plutôt pas mal pour une passe en 2 fois, donc un premier tap-tap et un deuxième pour enlever le tap-tap et pour faire une impression de soudure en continu. Donc voilà, cette technique est applicable à des cadres de vélo ou des trucs comme ça qui est vraiment assez fin, parce que je vous rappelle c'est du 1,5 mm, c'est tout fin. Voilà, l'avantage c'est que j'ai pas percé, on a quelques incrustations de laitier par-ci par-là parce que après la première passe j'ai pas très bien nettoyé et sachez que là où vous posez du laitier et si vous l'enlevez pas, eh bien la soudure ne va pas se poser sur cette zone, vous allez simplement amplifier la zone de laitier, ça va être dégueulasse. Donc, morale de l'histoire, n'hésitez pas à reprendre une soudure plusieurs fois. Si votre premier tap-tap est raté, refaites un deuxième tap-tap, mais ne restez pas longtemps sur la zone. Faites un point, comme ça vous ne risquez absolument pas de fondre la matière. Et si vous n'avez pas la flemme, vous prenez une dernière passe et vous passez dessus avec l'électrode pas très proche de la matière, parce que plus votre électrode est haute, plus on va chauffer une zone ample, et donc vous allez laisser le temps au bain de fusion de s'étaler, et donc vous n'allez pas déposer de matière, vous allez juste lisser la surface. Donc voilà, pour lisser, mettez l'électrode à 2-3 mm de la surface et lissez-moi ça comme machallah. Troisième chose, l'intensité de soudage, ça aussi c'est un facteur important tout simplement parce que si on prend de la tôle par exemple de 2 mm, vous allez la souder avec une électrode de 1,6 ou de 2 par exemple, vaut mieux toujours prendre une électrode inférieure à ce qui est conseillé en fait. Quand vous n'arrivez pas bien à souder, vous prenez des électrodes fines et soudez avec du fin plutôt que souder avec du épais. C'est toujours un conseil que je donne et ça vous évitera de coller l'électrode et vous allez réussir, vous allez apprendre plus facilement. Bref, retournons à nos moutons. Pour souder du 2 mm, l'intensité conseillée par le poste c'est à peu près 55 ampères. Vous, si vous soudez à 55 ampères ou 60 ampères, et ben déjà votre amorçage va être plus facile parce que si vous avez plus d'intensité, vous amorcez l'arc plus facilement. Mais par contre, vous allez pareil risquer de faire un trou et le trou arrive très vite. Au contraire, si vous soudez avec une intensité d'environ, je sais pas, 45 à 50 ampères, donc une valeur inférieure à celle qui est conseillée par le poste, c'est plutôt ce que je vous conseillerais, surtout pour les débutants. Le risque en fait c'est de coller l'électrode à l'amorçage, c'est-à-dire que plus l'intensité est faible, plus le risque de coller est élevé, donc il faudra prendre le coup de main, de frotter un peu comme avec une allumette pour saisir, choper l'arc et ensuite le balader sur la zone où vous voulez faire le cordon. Et donc ça va vous permettre de rester un petit peu plus de temps et déposer un peu plus de matière avec moins de pénétration, et donc c'est pour ça que je vous conseille de baisser un peu l'intensité de soudure. Avant d'entamer la quatrième astuce, regardons l'amplitude des mouvements de Mr. Walt. Regardez son électrode. À ce moment-là, ça illustre mon propos parce qu'on voit que Mr. Walt il zigzague beaucoup et surtout avec une grosse amplitude. Mon astuce maintenant, ça va être zigzag, mais pas trop. Comme d'habitude, prenons une forme en T et maintenant regardez le geste et le tempo de Mr. Walt. Mr. Walt se met là et fait à peu près ça. Donc voilà, là on a un zigzag mais qui est à la fois beaucoup trop ample, donc il y a trop d'amplitude dans le zigzag, et de deux, le zigzag est trop rapide. Donc normalement, le zigzag que j'aurais fait à sa place, c'est celui-ci. Voilà, mon zigzag est bien plus petit et donc plus concentré sur la zone d'intérêt. Si jamais vous n'êtes pas chaud en zigzag, moi je suis pas très chaud en zigzag, je vais pas vous mentir, vous pouvez faire à la place des petits ronds. Donc voilà ce que ça donnerait.
C'est plus facile, plus naturel, donc si vous voulez, faites des petits ronds. L'amplitude du zigzag de Mr. Walt, en fait, c'est beaucoup plus adapté, donc typiquement pour les vidéos des youtubeurs américains qui soudent du 6 mm, et donc ils ont un gros chanfrein, et donc plus la pièce est épaisse, plus votre zigzag doit être grand, parce que vous devez apporter de la matière dans le bain de fusion. Ça fait qu'en gros, il faut se chauffer une bonne grosse zone, c'est pour ça que les Américains, ils font des zigzags assez amples, mais bien plus lents, parce qu'il faut prendre le temps de chauffer. Eux, ils font à peu près avec ce tempo. Mais en fait, attendez, qu'il n'y ait pas d'embrouille, je vous ai pas demandé de faire du zigzag tout le temps. Faites du zigzag lorsque vous avez des épaisseurs relativement grosses, je dirais 2 mm, 3 mm, à partir de 3 mm, vous pouvez vous permettre de faire un peu de zigzag et à condition qu'il n'y ait pas de jour entre vos deux pièces. Et n'oubliez pas mon conseil précédent, la première passe, de toute façon, vous la faites en tap-tap et c'est à la fin, à la limite, pour lisser, dès que vous avez déjà posé de la matière par le tap-tap, que vous pouvez vous permettre de lisser la soudure en faisant un petit peu de zigzag. Et de toute façon, on ne fait pas de la soudure industrielle, donc si vous avez la flemme de faire des zigzags ou si le matériau ne s'y prête pas, vous pouvez tout simplement tracer un trait tout simple. Mais par contre, n'allez surtout pas vite, faites pas des... Faites pas ça, faites plutôt... Voilà, avec les onomatopées, ça passe mieux. D'ailleurs, je dois vous dire un truc au cas où vous ne le savez pas déjà. Lorsque vous coupez, par exemple, vous voyez, je coupe un truc ici, et bien, toujours prendre ce cache et vous le rabattez au plus proche de la matière à couper. Ça vous permettra que la lame, en fait, ça la permettra de la guider de façon plus droite. Donc là, je la mets au bout avant de couper et donc je la verrouille dans cette position. La coupe sera que plus précise. Ici j'ai deux bouts de ferraille assez épaisses, donc c'est du 4 mm, c'est à peu près la limite de ce que vous allez souder en tant qu'amateur je pense, mais ça va me permettre de prendre le temps dans la soudure pour vous illustrer la vitesse et surtout l'amplitude des zigzags que je fais. J'ai pas assez d'ampères pour souder ça. Donc voilà ce que ça donne, vous avez vu qu'au début c'est totalement parti en steak. Pourquoi? Et bien parce que j'ai mis mon poste sur 80 ampères, c'est sa limite, c'est son max. Et j'ai pris une baguette de 3 mm d'épaisseur et mon poste n'a tout simplement pas assumé. J'avais oublié qu'il se mettait en PLS pour si peu. Vous pouvez pas vraiment souder plus épais que ça correctement avec un poste aussi peu puissant. Donc ce que je vous conseille, c'est un poste 120 ampères à peu près, un truc comme ça pour débuter, c'est pas mal, 80 ampères même, mais vous avez vu que c'est un peu trop faible et au début on peut galérer sans comprendre pourquoi on galère. Mais donc voilà, donc l'astuce c'était de prendre une baguette plus fine, baisser un peu l'intensité histoire de pas la cramer trop vite et prendre un peu plus son temps. Mais vous voyez qu'on dépose en fait plus de laitier que de matière et donc c'est ça le problème, parce qu'au final la soudure elle manque de pénétration, on manque de matière déposée et donc la soudure est un peu dégueu. Allez, juste pour vous troller un peu, pour faire le deuxième côté de cet angle, je vais prendre le mic, donc j'ai branché ici en arc et je l'ai mis en mode stick et on va se mettre par là et on va souder ça correctement. Waouh. Ah là tout de suite la ferraille elle fait moins la maline hein. Le trou que vous voyez ici, je vous rassure, il était déjà là. Attendez que je retourne le truc, sinon vous allez croire que j'ai percé du 4 mm et ce serait très honteux pour moi. Vous voyez le trou, c'était un pré-perçage d'avant, donc c'est normal qu'il y ait un trou ici hein. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la nature a horreur du vide, donc là je vais vous apprendre dans ma dernière astuce à comment boucher un trou. Donc là vous voyez j'ai pointé cette ferraille avec cette ferraille, pareil c'est de la tôle fine, ici c'est du 1,5 mm et là c'est du 2 mm. Et là j'ai bien fait gaffe de faire un trou tellement beau que vos copines seront jalouses, donc voilà il va falloir, le but de maintenant ça sera de combler en fait le jour que vous voyez là. Donc comme je vous ai dit c'est de la tôle fine, on va risquer de percer, donc la technique en fait c'est tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure,
c'est le tap-tap. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'intensité, on va la mettre par ici. Donc je sais pas combien c'est, ça doit être genre 40-45 ampères maximum. Donc à la limite du collage pour venir pas creuser dans la matière mais poser des points réguliers pour que la ferraille ait le temps de refroidir. Ça veut dire qu'en gros on va poser un point là, puis on va poser un point là, puis un là, puis un là, etc. Histoire de pas chauffer toujours la même zone de la ferraille. Donc on va faire zit, 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 on va faire des points, du tap-tap comme d'habitude jusqu'à ce qu'on arrive à faire, à ponter en fait et à passer outre ce trou là. Comme je vous ai dit, je suis à la limite du collage. L'arc en fait il est extrêmement dur à amorcer. Donc là vous avez vu, j'étais à la limite du collage, j'arrivais même pas à amorcer mon arc. Mais si on y arrive, eh bien on arrive à déposer de la matière. Là vous avez vu, j'ai posé des bulles, certes elles sont dégueulasses mais après on va rattraper ça. Là j'ai posé des grosses bulles de matière bien épaisse et j'ai absolument pas creusé dans la matière déjà existante. Et donc là je vais attaquer ma deuxième round de tap-tap. Donc pour ça j'enlève bien le laitier parce que sinon, oubliez pas, là où vous avez un point de laitier, sachez que la soudure va jamais se poser. Donc en gros, toujours bien enlever le laitier. Donc là vous avez vu, j'y suis allé un peu plus fermement, j'ai mis des points un peu plus grands avec une intensité plus élevée, tout simplement parce que j'avais déjà déposé de la matière et donc je ne peux pas retrouer. Et passe finale. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez c'est pas une œuvre d'art mais bon c'est une soudure qui semble continue, on voit plus du tout le trou et on a complètement rattrapé le truc. On a encore quelques porosités d'inclusion de laitier, tout ça, bon c'est pas parfait, j'ai pas trop pris mon temps non plus, mais voilà, l'essentiel c'est une soudure qui tient, on peut marteler dessus autant qu'on veut, on la cassera pas. Et là pour finir j'ai percé un trou de diamètre 8 mm dans cette petite tôle de 1,5 mm et comme tout à l'heure, eh bien on va essayer de la boucher. Pour ça, soit vous avez un bac plus 1 et dans ce cas là vous allez faire en tap-tap comme moi tout à l'heure, soit vous avez un bac plus 5 et vous faites du Texas TIG. Je vais vous montrer de quoi ça parle. Pour Texas TIG, vous prenez une électrode, donc préférentiellement une électrode toute pourrie que vous avez cramé tout à l'heure, et vous prenez une électrode normale et donc on va faire comme du TIG, c'est-à-dire qu'on va former un arc normalement comme ça et on va rajouter de la matière avec notre électrode en rab. Et donc pareil, on va faire du Texas TIG en tap-tap et ça mon pote c'est du bac plus 40. Première passe, on a l'impression que c'est tout bouché, mais dès qu'on va enlever le laitier, normalement, il y aura encore des trous. J'ai donc brossé le laitier et voilà ce que ça donne. Vous voyez que j'ai largement rétréci le trou et surtout j'ai nettement épaissi les bords. Donc là, je vais tout de suite passer au tableau pour vous expliquer ce que je viens de faire. Donc en fait, le Texas TIG, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le TIG du ghetto. Quand t'as pas de TIG, tu fais du Texas TIG. En gros, tu formes un arc entre le bout de ton électrode et la pièce à souder, tout en faisant passer cet arc à travers une deuxième électrode qui va servir de métal d'apport tout simplement et de laitier en plus pour protéger encore plus la matière parce qu'on a plus de masse à faire fondre. Donc en gros, cette technique c'est assez utile pour remplir des énormes chanfreins où on a beaucoup de matière à apporter ou alors pour remplir des énormes trous. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est donc comme je vous ai dit, j'ai créé un arc entre mon électrode et ma pièce tout en traversant bien l'électrode que j'apporte dans mon bain. Et donc l'objectif, ça sera en fait, vous voyez, ça c'est de la tôle fine. Donc en gros, si je faisais l'arc directement ici, cette pièce, elle s'effondrerait, elle coulerait comme ça, et donc on augmenterait la taille du trou. Mon objectif, ça a été donc de rajouter de la matière sans en enlever. Donc en gros, ce que j'ai formé, c'est une espèce de grosse bulle comme ça. Bon, ma bulle, en fait, elle était plus comme ça, donc j'ai formé une grosse masse ici. J'ai formé une grosse masse ici, et donc j'ai considérablement réduit ma taille du trou et réduit aussi mes chances de faire un trou en plus parce qu'ici j'ai deux masses de grosse matière et donc l'objectif ça sera maintenant de refaire une passe finale qui va servir à tout simplement effondrer un peu ces deux parois et donc faire une surface à peu près nette tout en remplissant le trou. Et voilà le résultat, on dirait un petit peu un rivet mais maintenant si on le ponce on pourra pas dire que le trou n'est pas bouché.
Et pour finir, la bonne question, quel poste choisir? Alors c'est une question difficile puisque vous savez aussi bien que moi qu'il y a énormément de marques, énormément de modèles différents, énormément de prix différents. Forcément vous savez pas quoi choisir, et bien moi non plus. Honnêtement je ne crache sur aucune marque parce que je suis un particulier qui s'adresse à des particuliers. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas souder du 400 ampères, 8 heures par jour, 300 jours par an. Donc votre poste à souder vous n'allez pas l'éclater en 3 mois. Donc voilà, à peu près n'importe quelle marque pourrait vous convenir. Donc si vous faites à un moment donné une bonne affaire, n'hésitez pas à acheter le poste à souder. Mais assurez-vous que c'est bien un inverter. Donc c'est inverter, ça veut dire en gros que c'est un poste à courant continu. Donc pour l'amorçage c'est beaucoup plus facile, vous allez moins galérer au début. Et l'arc est un peu plus stable, donc ça va moins cracher un peu partout. Les postes qui sont avec une espèce de gros volant pour régler l'intensité, un truc de porc comme ça, je préfère que vous démontiez un four à micro-ondes et que vous fassiez votre propre poste à souder plutôt que vous achetiez ces merdes à 50 €. Donc prenez bien un inverter. Après vous savez, moi je suis de la team Helvy, donc j'utilise leur poste depuis plus de 4 ans maintenant. J'en suis entièrement satisfait, ils ont jamais bronché, j'ai jamais eu de soucis avec. Vous avez vu, j'ai leur MIG, j'ai leur TIG, donc ils fournissent aussi à des entreprises, autant à des pros qu'à des particuliers. Donc c'est une très bonne marque qui n'a aucun souci pour se faire respecter. Mais en tout cas, j'ai tout ça pour vous dire que j'ai des codes promo chez eux. Donc j'ai un code promo qui s'appelle Helvy et ça vous fait moins 10% sur le site soudure.pro. Donc voilà, si vous voulez débuter ou acheter un nouveau poste à souder, je vous conseille notamment le Helvy Spark 226. Donc je ne l'ai pas ici parce que je ne vais pas leur demander de m'envoyer un poste juste pour vous le présenter, ça serait très con de ma part. Mais en gros, il monte à 200 ampères, il a un facteur de marche très bon. Et surtout un truc très pratique, des câbles qui sont de 3 mètres. Donc 3 mètres c'est vraiment pratique parce que ma pince de masse sur ce poste elle fait 1,5 mètre et à chaque fois je tire sur le poste. Donc voilà, pour un poste à 200 € avec ma promotion vous tombez à 180 €. Donc je trouve ça très honnête, sachant que ce poste qui est de 80 ampères, eh bien je l'ai payé 170 €. Certes je l'ai acheté il y a 5 ans, mais la technologie a un peu évolué depuis. Les postes Helvy ils sont un poil plus grands et 200 ampères. Donc voilà, après ils ont d'autres modèles qui sont à 160 ampères tout ça. Mais franchement pour 10 € de plus, si vous avez 200 ampères, vous êtes bien. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Évidemment, si vous avez beaucoup de budget, n'hésitez pas à acheter un MIG. Donc n'oubliez pas que pareil, sur soudure.pro, j'ai un code promo de moins 10% ou moins 20%, je me souviens plus. Mais sur les bonbonnes d'argon. Donc si vous avez besoin de bonbonnes d'argon, utilisez mes codes. Je touche pas d'argent dessus, mais vous, ça vous avantage. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!